On donne maintenant la parole au secrétaire général. Benoît. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. C'est un immense plaisir et effectivement beaucoup d'émotions en ouverture de ce congrès, puisque pour moi, ce sera la dernière fois en tant que secrétaire général. Et je prends toutes vos marques de sympathie, dont ces applaudissements, pleinement, complètement. Et je voudrais surtout vous les retourner, vous dire à vous merci. Merci d'avoir été là, d'avoir été ce collectif militant, vivant, animé, qui m'a permis d'exercer ces mandats, et merci de la confiance que vous m'avez accordée. C'est très précieux dans une organisation comme la FSU et ça a été un temps absolument exceptionnel. Et donc je suis très fier d'avoir porté ce drapeau, le drapeau de la FSU, cette belle organisation dont nous devons prendre soin parce qu'elle nous permet d'être ensemble, de militer ensemble pour un monde meilleur. Merci de l'accueil aussi des Bretons, des Rennais. Merci Madame l'adjointe au maire. Merci à Jean-Marc des mots qu'il a dit. Et en plus, les Bretons, non seulement ils sont sympathiques, ils sont accueillants, mais en plus ils sont modestes. Ils nous ont réservé un super accueil. Ce congrès est déjà, grâce à eux, une immense réussite. Merci beaucoup, bravo à toute l'équipe. Et donc ça me fait d'autant plus plaisir de terminer ce mandat dans ce contexte-là. Alors avant de commencer le complément au rapport d'activité, qui est l'objet du discours d'introduction, je voudrais, comme on fait habituellement, évoquer la mémoire des camarades qui nous ont quittés pendant cette mandature, des disparus, dans un ordre complètement aléatoire et de manière très rapide évidemment ici. Je voudrais rendre hommage à Olivier Lelarge, décédé l'été dernier, l'été qui a suivi le congrès de Metz, et à qui nous devons beaucoup pour notamment la vigueur de nos luttes syndicales pour l'égalité des droits et contre les LGBTI-phobies. Je voudrais rendre hommage à Nicole Genex, qui est une figure historique de notre syndicalisme, qui a été à la fondation du SNUIPP, une forte personnalité, une femme déterminée, qui a notamment permis au SNUIPP de s'imposer dès les premières années, et donc à la FSU également de s'imposer. Elle est une figure marquante de notre organisation. Je voudrais rendre hommage à Frédérique Lalice, qui est militante active du SNES et de la FSU, ici même à Rennes. Active, c'est peu de le dire, puisque défense des personnels, notamment sur la formation, égalité femmes-hommes, tous les combats féministes ou encore les combats pour la paix dont elle a été une militante déterminée. Nous avons perdu également Marcel Berge, ancien secrétaire général du SNEP, Pierrot Delacroix, secrétaire national secteur sport et corpo, Jean-Philippe Legois, SNASUB, Roland Michel, animateur de la tendance Front Unique, Alfred Sorel, animateur de la tendance Unité Action, Marie-France Lemarec, militante du SNESUP, investie dans la SD 44 puis à la SFRN au titre de l'école émancipée, Yannick Ledu, SD SNUIPP et FSU du Rhône, Marc Ledizère, militant du SNUIPP et qui avait en particulier accepté la responsabilité du secrétariat général de la FGR, Raph Janfeld, un des fondateurs de la FSU et à qui l'Institut rendra un hommage complet à la hauteur de ce que lui doit la FSU, Michel Gonnet, ancien SG du SNPI devenu SUI, et enfin deux militants très récemment décédés, Olivier Buffard, militant du SNUTER et qui venait d'arriver au siège de la FSU pour y assurer des tâches d'orga. Sa discrétion, sa gentillesse nous ont marqués et sa disparition nous a bouleversés. Et enfin la figure si singulière de Guy Tressalé, lui aussi, sa disparition nous a bouleversés. Il a en particulier œuvré à la création du SNUEP, puis secrétaire départemental de la FSU 93, FSU Île-de-France, organisation des manifs, militant de la cause palestinienne. Lui aussi, il va beaucoup nous manquer, ils vont beaucoup nous manquer. Je
commencerai évidemment ce rapport d'activité, ce complément au rapport d'activité, qui est aussi évidemment l'occasion de donner quelques éléments sur les enjeux du Congrès, par une note de gravité, évidemment, j'ai envie de dire, puisque ça n'est pas de la fausse solennité ou une espèce de grandiloquence qu'on ferait à peu de frais que de dire que l'heure est grave, dans une situation où la fuite en avant libérale et la régression fasciste s'entretiennent l'une l'autre. Oui, gravité, mise en place d'une internationale réactionnaire, Trump, Milei, Orban, Meloni, et non seulement cette internationale, mais une oligarchie également qui est en son emprise, qui veut que cela se sache, qui tient à faire savoir qu'elle ne respectera rien ni personne, du salut fasciste du milliardaire Elon Musk jusqu'au chantage à la délocalisation du milliardaire Bernard Arnault. C'est un très mauvais scénario qui se met en place. Dans ce contexte, je veux d'emblée pointer ce qui me semble être une responsabilité particulière de la FSU. Il est frappant de voir en ce moment à quel point une des formes de la régression fasciste dans le monde, c'est aujourd'hui aussi la haine des fonctionnaires. La haine des services publics en tant que dépenses publiques, on connaît, c'est d'ailleurs ce qui permet de faire les ponts avec les libéraux, mais aussi la haine des fonctionnaires dans ce qu'ils incarnent fondamentalement, cette attention à l'autre, ce souci de faire société, cette indépendance. Et évidemment, quand on voit la tronçonneuse de Milei, mais il y a beaucoup d'autres exemples, il y a derrière tout ça la haine de tout ce qui fait du commun, au profit non plus seulement de l'individualisme, mais de la loi du plus fort, d'une société plus dure. C'est ça qui est devant nous, et là-dessus, nous avons évidemment une responsabilité. C'est pour ça que nos combats prennent un relief tout particulier. C'est pour ça, par exemple, qu'une goutte d'eau, comme le fait de faire plier le gouvernement sur les 3 jours de carence, ça n'est pas qu'une goutte d'eau, c'est un élément qui s'inscrit dans ce contexte-là. Faire plier le gouvernement sur les postes, sur un certain nombre de dispositions du choc des savoirs, c'est particulièrement important. Parce que oui, quand on met en mouvement des agents publics, le 5 décembre dernier, quand on donne un cadre de mobilisation important dans lequel les collègues s'engagent pour contrer les mensonges, pour contrer la démagogie antifonctionnaire, pour contrer la brutalité d'un Kasbarian qui s'était allié pour l'occasion avec l'extrême droite, eh bien oui, on lutte aussi à notre manière contre la régression fasciste. Tout comme quand on lutte contre le choc des savoirs dans l'éducation, la période récente a vu un énième renoncement à ce dispositif à travers l'abandon du DNB, barrage à l'entrée au lycée. Là aussi, ce type de victoire fait du bien, doit nous confirmer dans l'idée que c'est l'ensemble du choc des savoirs qui doit être désormais abandonné, de même qu'il faut revenir sur les réformes récentes, en particulier la réforme du lycée professionnel, et il faut abandonner définitivement le SNU, avoir une autre ambition pour la jeunesse que celle de la mettre au pas. Oui, ça fait partie de nos combats prioritaires et ils s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large qui est un combat contre toutes les régressions qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Dans la dernière période... Merci. Je crois vraiment que dans la dernière période, la FSU a été un moteur pour relancer différents cadres de mobilisation. J'en cite un tout particulier qui est intéressant aussi, c'est la remise à plat d'un système où l'État et la puissance publique financent leur propre concurrence avec l'école privée. Ça, c'est un des éléments sur lequel il faut évidemment que nous soyons beaucoup plus encore à l'offensive et où nous l'avons été, puisqu'on sait bien que l'école privée sert à maintenir un entre-soi social. La plateforme dont nous avons été à l'initiative rassemble très largement le camp laïque. Elle est aussi un motif de fierté de cette période parce qu'il faut que cette question s'impose dans le débat public, non au financement public de l'école privée. Et je sais que je le dis ici en Bretagne, où ce combat constitue quasiment une identité de la FSU. C'est une FSU Bretagne, fer de lance de la défense de l'école publique, seule école de la République. C'est un enjeu de société majeur si là aussi on croit dans la vertu émancipatrice, libératrice de l'école et dans sa capacité à faire du commun. Et bien sûr, dans ce contexte délétère, un autre élément majeur de notre responsabilité, c'est de ne pas laisser se développer les discours de haine et de division.
Quelle indignité de décrire la réalité actuelle en termes de submersion, comme l'a fait notre Premier ministre François Bayrou. Quelle indignité parce que ça laisse entendre qu'il y aurait des envahisseurs, qu'il y aurait des ennemis de l'intérieur. Et on sait trop à quoi conduisent ces discours stigmatisants, ces discours racistes au final, ces discours de haine et de stigmatisation. Et donc, oui, c'est un grave danger qui est devant nous. C'est terrible de voir aujourd'hui un discours et une politique anti-immigrés. Nous voyons reprendre la chasse aux sans-papiers et à leurs enfants jusque dans un collège à Metz, situation que nous avons bien entendu dénoncée. Les migrants qui ont quitté leur pays, risqué leur vie, condamnés bien souvent ici à l'invisibilité et à l'exploitation, ne sont pas les responsables des maux de notre société. La FSU s'honore, à l'inverse, de participer à tous les cadres collectifs qui se battent pour les droits de tous les travailleurs. Elle était encore présente à la manifestation du 18 décembre dernier et continue notamment à s'investir dans le collectif qui s'est monté contre la loi Darmanin il y a un an. Nous avons contribué à construire également un cadre intersyndical à 8 contre les discriminations qui devrait aboutir tout prochainement à des actions avec une conférence de presse de lancement le 21 mars. Il y a beaucoup de cadres collectifs, d'actions qui se mènent dans lesquelles la FSU est impliquée. Ce n'est définitivement pas possible de laisser prospérer les idées de haine et de division du corps social et ce n'est définitivement pas possible de donner des brevets de responsabilité à une extrême droite qui n'a pas changé, à part sur quelques formes, mais pas sur l'essentiel. Elle est toujours aujourd'hui le réceptacle et l'amplificateur des haines racistes. Et nous devons la combattre. Donc nous avons continué dans le cadre de Visa et dans le cadre de divers collectifs. Nous avons continué, notamment nous avons participé récemment à un cadre collectif dont j'espère nous aurons des actions fortes. C'est un cadre qui s'appelle les 1001 territoires contre l'extrême droite, qui a l'avantage de mettre en mouvement le monde de l'éducation avec, par exemple, la Ligue de l'enseignement. Et puis, grâce à nos syndicats, en particulier du ministère de la Justice, nous menons aussi la bagarre pour que l'éducatif prime sur le répressif, en toutes circonstances. C'est un combat de longue haleine qui, là aussi, dessine un tout autre projet de société que la société ultra-sécuritaire qui ne fait que nous enfermer dans une spirale de violence et de malheurs sociaux. Les ministères de Darmanin à la justice et de Retailleau à l'intérieur nous font craindre le pire sur une surenchère sécuritaire. Je voudrais dire aussi la centralité dans ce contexte et dans une telle période de l'engagement féministe. Cet engagement féministe qui a irrigué et qui doit continuer à le faire l'ensemble des actions de la FSU, l'ensemble des positionnements et des actions. Il reste beaucoup à faire évidemment pour que la FSU, le mouvement syndical, les organisations en général soient pleinement et entièrement féministes. On doit les avancer dans ce domaine aux camarades féministes qui se sont battus inlassablement pour cela, qui ont bien fait de le faire et c'est une question pleinement syndicale, pleinement sociale. Pour changer la société, pour changer les rapports de domination, il faut aussi lutter contre le patriarcat. Et le secteur droits des femmes fera une intervention à cette tribune, donc je ne développerai pas, puisque, bien entendu, nous avons continué toutes nos interventions pour l'égalité professionnelle à tous les niveaux, contre les VSS. Le procès de Mazan a évidemment été un moment fort de prise de conscience qui ne doit pas retomber et qui doit nous permettre de nous battre et d'en finir avec la culture du viol. Nous avons également évidemment participé au 25 novembre, nous préparons un 8 mars fort, nous intervenons sur tous les sujets et notamment sur l'égalité professionnelle. Je voudrais en particulier, bien sûr, dire que nous avons une responsabilité pour lutter contre ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle et donc lutter pour que soient enfin reconnus les métiers les plus féminisés, les filières du soin et du lien. Par exemple, pour la FSU, les AESH que nous devons particulièrement porter vers le statut, vers la reconnaissance pleine et entière, c'est un enjeu majeur, c'est aussi un enjeu féministe, ça n'est pas que cela, mais c'est aussi un enjeu pour reconnaître ces métiers qui sont injustement reconnus. Nous sommes évidemment fiers de porter les combats contre les LGBT-phobies. Là aussi, c'est une activité qui concerne directement un syndicat de transformation sociale, contre les discriminations au travail,
contre les discriminations dans la société, pour agir sur les représentations, en particulier à l'école, et là aussi notre implication dans le collectif Éducation contre l'homophobie a été suivie. Là aussi, on voit qu'il y a urgence à poursuivre ce combat face à la nouvelle offensive réactionnaire. On pense à Trump, mais il y a évidemment malheureusement d'autres exemples. Sur ces sujets, sur l'égalité filles-garçons, sur l'égalité femmes-hommes dans la société en général, sur la lutte contre les LGBTI-phobies, je voudrais signaler la lutte exemplaire des camarades, notamment au CSE, au Conseil supérieur de l'éducation, pour discuter sur 50 amendements qui avaient été travaillés par la FSU. Ils en ont gagné 29 et ils les ont gagnés pied à pied avec une séance où la FSU a imposé à l'administration de prendre un certain nombre d'amendements qui permettent d'enrichir ce texte, qui nous a permis de voter favorablement. Et on sait à quel point l'enjeu est énorme sur les VARS pour lutter contre les offensives réactionnaires de celles et ceux qui ne veulent pas de l'égalité. Et ce travail-là a été extrêmement productif et on peut en être très fiers à la FSU. Sur les enjeux écologiques, ils sont majeurs, ils engagent l'avenir de l'humanité. Ils interrogent des aspects strictement syndicaux, comment on produit, dans quel but, avec quelle qualification. Là aussi, la FSU est au cœur de ces enjeux. Nous avons, par exemple, beaucoup travaillé avec la Confédération paysanne, grâce en particulier à nos syndicats du ministère de l'Agriculture, le SMUITAM et le SNETAP. C'est aussi, évidemment, le sens de notre investissement dans l'AES, l'Alliance écologique et sociale, à qui nous pouvons et nous devons, dans ce congrès, redonner une ambition forte de lier la question sociale et la question écologique. Il y a urgence, et nous l'avons fait dans ce cadre de l'AES, avec par exemple une lutte en défense du fret ferroviaire, qui a été là aussi une lutte qui a permis des avancées, certes pas totalement satisfaisantes, mais qui a permis surtout de nous donner l'envie de continuer à nous battre. Nous avons suivi, grâce aux camarades des départements concernés, à savoir la Haute-Garonne et le Tarn, la mobilisation contre l'A69. Et puis, il y a beaucoup d'actions en cours, la rénovation des écoles, par exemple. On en parlera également avec les camarades qui viendront s'exprimer mercredi de l'Alliance écologique et sociale. Et puis, sur l'aspect écologique, je ne développe pas là non plus, ça fera l'objet du congrès, mais c'est un enjeu majeur. Je voudrais tout particulièrement dans cette période, apporter notre soutien plein et entier à la lutte des agents de l'OFB qui se sont mobilisés par une grève massive la semaine dernière. Bravo à eux et elles. Bravo parce qu'ils se battent à la fois contre un gouvernement démagogue qui les pointe du doigt dans le discours de politique générale et contre le lobby agro-industriel. Donc bravo à eux et bon courage pour la suite de cette lutte pour avoir porté la dignité professionnelle des agents de l'OFB. Un mot sur la situation internationale, elle est également marquée par la guerre. La FSU a réaffirmé tous ses engagements internationalistes, du soutien aux populations face au régime obscurantiste en Iran, à celui des Ukrainiens confrontés au despote Poutine. L'engagement historique aux côtés du peuple palestinien s'est traduit par une participation au cadre du collectif pour une paix juste et durable, avec notamment plusieurs manifestations les samedis. Ce soutien à la population de Gaza en particulier, mais aussi évidemment de Cisjordanie, est un soutien important, historique. Et on a vu également les implications que ce conflit avait dans toute la région. Je pense en particulier au peuple libanais, qui a eu lui aussi à subir la guerre. Et notre soutien pour leur émancipation est indéfectible. Et pour en témoigner, un camarade palestinien viendra à cette tribune s'exprimer, je l'ai dit. Cet engagement, nous l'avons toujours eu pour dénoncer une situation coloniale et dans le sens de la recherche d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Nous ne devons pas lâcher non plus sur ce combat majeur. Et donc, solidarité avec les Palestiniens, on le rappellera tout à l'heure. Globalement, la FSU a poursuivi tous ses engagements internationaux.
dont en particulier pour la FSU, celui de l'international de l'éducation et sa déclinaison européenne, et celui également de la coopération francophone dans le CSFEF, et celui qui est nouveau enfin pour la fédération, dans la Fédération syndicale européenne des services publics, EPSU en anglais, c'est un champ nouveau pour la FSU, et Françoise Geng nous fait l'amitié de sa présence. Elle est la présidente d'EPSU et elle viendra dire quelques mots à cette tribune sur cet engagement. Globalement, la période que nous venons de traverser a été une période où nous ne nous sommes départis d'aucune tâche, où nous n'avons jamais baissé les bras, où notre action a eu des effets. Et donc aussi en début de congrès, évidemment, j'ai parlé d'une note de gravité, que l'heure était grave, mais il faut aussi avoir une note d'espoir et un espoir franc. Les syndicats sont un rempart, un contre-pouvoir. Les 6 derniers mois de la FSU, d'activité de la FSU, se sont inscrits dans la continuité de cet attachement constant à favoriser l'unité avec toutes les forces disponibles, associatives également, politiques, sans rien lâcher en termes d'ambition de nos revendications, sans rien s'interdire, et notamment en participant au débat public, en continuant de soutenir un programme et une dynamique qui s'est incarnée dans le nouveau Front populaire, mais tout en conservant strictement notre indépendance. Un des enjeux de ce congrès, c'est de creuser cette question du lien nécessaire avec le politique, de bien le définir, et surtout ce qu'on entend par démocratie sociale. Quel rôle de ce qu'on appelle plus largement la société civile, quel rôle des syndicats? Je suis convaincu que c'est une clé dans la lutte contre l'extrême droite aussi. Il faut refaire société, redonner espoir, et nous avons un rôle majeur à tenir dans cette perspective-là. Et bien sûr, nous devons, dans ce cadre-là également, continuer à porter une toute autre politique pour les services publics en général, en particulier sur la question des conditions de travail, des salaires. Le combat du point d'indice doit continuer. Nous avons dénoncé fermement la baisse du taux de remplacement de la rémunération à 90% en cas de congé pour maladie. Se battre contre les mauvaises conditions de travail, se battre contre les réformes quand elles sont négatives, se battre pour le niveau des pensions est également dans les priorités de la FSU. Le fait d'avoir obtenu que 4000 postes ne soient pas supprimés à l'Éduc, que 500 postes ne soient pas supprimés à France Travail, est là aussi à mettre à l'actif de nos luttes. Et là encore, nous ne nous en contenterons pas, tant les besoins du service public sont immenses. C'est un point d'appui pour continuer nos combats, parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'argument de la nécessaire stabilité, qui n'est rien d'autre que la sempiternelle justification des mêmes politiques. Non, le budget qui est aujourd'hui présenté et qui va d'ailleurs faire l'objet du 49.3 n'est pas un bon budget pour le monde du travail. Et oui, nous allons continuer nos luttes pour obtenir des collectifs budgétaires, pour obtenir d'autres moyens, parce qu'il faut que ça change, et il faut que ça change tout de suite, il faut que ça change en urgence. Le monde du travail en a besoin de changement. Il faut financer une toute autre politique. Et puis, il y a dans le paysage la question majeure des retraites qui a marqué la période récente, mais en fait tout le mandat depuis mai et même avant. C'est une question majeure, elle est sans doute aujourd'hui, et la manière dont elle est prise par le gouvernement Bayrou et par le pouvoir, elle est sans doute révélatrice, j'ai envie de dire, au moins d'une chose qui doit nous donner espoir, là aussi, c'est le fait qu'on ne peut tout simplement pas dissoudre le peuple. On ne peut pas dissoudre le peuple. La Macronie aurait bien aimé, mais on ne peut pas faire fi d'un mouvement social aussi puissant. On ne peut pas faire fi des aspirations du monde du travail. On ne peut pas balayer d'un revers de la main nos arguments, nos demandes, nos exigences, surtout quand on a fait la démonstration que des alternatives étaient possibles. Non, la réforme des retraites de 2023 n'est pas passée. Non, elle n'est pas la seule alternative possible. Oui, on peut revenir à des droits à retraite améliorés. Et donc, c'est dans ce cadre-là, pour obtenir l'abrogation de la réforme de 2023 et d'autres droits à retraite, que nous avons dénoncé
que la FSU n'ait pas été invitée à la première réunion qui entrouvre la porte sur les retraites. Non pas que nous faisions confiance a priori donc à ce cadre. Comment d'ailleurs pourrait-on faire confiance absolue à un cadre qui est baptisé du nom saugrenu de conclave? Ce que nous voulons, ça ne sont pas des conclaves, effectivement, mais c'est une porte entrebâillée malgré tout, et ça doit être l'occasion pour toute l'intersyndicale, et donc la demande de la FSU, c'est d'être à la table des discussions, pour toute l'intersyndicale, de porter ces sujets, de continuer à intervenir pour exiger l'abrogation de la réforme de 2023 et de meilleurs droits. Nous nous sommes attelés, en tout cas dans les interventions de la FSU, à faire en sorte que ce sujet des retraites reste un sujet majeur. Nous ne lâcherons pas là-dessus. Il en va de la vie de millions de travailleuses et de travailleurs dans ce pays. De la même manière, nous avons agi également et devrons agir encore plus dans le contexte de mise en place de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et pour mettre et remettre dans le débat public la question de la sécurité sociale et la défense de notre mandat et de notre exigence du 100% sécurité sociale. Ce sera un des objets du débat. Vous avez raison d'applaudir parce que c'est un sujet vraiment majeur qui n'est pas simple évidemment à prendre, mais ça doit être un objet du débat de ce congrès, que de voir comment nous analysons précisément la situation actuelle, ce que nous en tirons comme conclusion en termes de stratégie syndicale, parce qu'une chose est certaine et que nous partageons, je pense, toutes et tous, la situation actuelle est lourde de danger pour la Sécu. Nous l'avons analysée comme telle, avec une destruction quasiment petit bout par petit bout de la sécurité sociale et la mise en marché d'une partie de la protection sociale. Ça avait été fait également dès 2013 avec l'ANI pour les travailleurs du privé. C'est en partie la situation que nous connaissons désormais dans la fonction publique avec la mise en place de la protection sociale complémentaire et cela menace directement les solidarités. Il faut se mettre effectivement en ordre de marche pour contrer cette logique de mise en marché de la protection sociale. Ça doit être un objectif qui nous rassemble et qui nous permette d'aller de l'avant dans une stratégie revendicative partagée. Voilà. Donc c'est l'ensemble d'une politique menée par ce pouvoir que nous avons continué à dénoncer. Pendant 7 ans, ceux qui étaient déjà les plus riches se sont gavés en France. Le bilan de ce qui a été la politique de l'offre est absolument terrifiant. Une planète que nous continuons de saccager, de livrer aux appétits d'un capitalisme de plus en plus destructeur, des services publics exsangues, parfois au bord de l'effondrement, une dette et un déficit budgétaire colossaux parce qu'on s'est privé de recettes fiscales et de cotisations, la désespérance sociale qui en résulte, alimentant une extrême droite dont le discours est toujours plus pesant. Il faut d'urgence se redonner des marges de manœuvre. L'argent existe pour réinvestir sur l'avenir. C'est un choix politique. Cela a été l'objet des campagnes FSU que nous avons menées tout au long du débat budgétaire toujours en cours, notamment la campagne sur les retraites, sur les recettes fiscales. Et toute cette situation appelle à travailler en intersyndicale évidemment, je ne développerai pas, et également à unir le syndicalisme de transformation sociale, 2 tâches auxquelles nous avons tenté de nous atteler de concert dans la période récente. La réflexion à mener pour créer ce nouvel outil syndical que nous appelons de nos vœux a rencontré un écho auprès de la CGT qui, comme nous, veut trouver les voies d'une unité plus forte, plus dynamisante, c'est-à-dire qui nous renforce les uns et les autres. Nous avons en commun de vouloir cela, ce qui ne nous fait en rien abandonner la perspective de nous adresser à toutes les forces qui pourraient être intéressées. Je pense évidemment à Solidaire, mais c'est sans exclusive. Là aussi, le congrès de la FSU doit réfléchir à la manière dont nous continuons dans cette dynamique. Ce sera l'occasion de le préciser. Les débats du thème 4 et les interventions de jeudi seront riches d'enseignements. Ce sera un des enjeux majeurs de notre congrès. Pour terminer ce discours, je voudrais dire 2 mots, enfin un peu plus, mais pas beaucoup plus, de la FSU, pour se demander un peu, en ouverture de son 11e congrès, comment va la FSU. Évidemment que, comme toutes les organisations, la FSU a ses défauts, a ses inconvénients, elle a ses faiblesses, elle n'est pas parfaite, loin de là.
comme tous les syndicats, on n'a pas assez de syndiqués. Comme tous les syndicats, on a plein de lieux de travail où il n'y a pas de section syndicale, où il n'y a pas de militants et où on aimerait qu'il y en ait, on aimerait que cela se développe. Évidemment, le syndicalisme ne fait pas forcément parfaitement toutes les choses correctement. La FSU, dans son fonctionnement, dans ses prises de position, on est là pour en débattre. Elle ne fait pas tout parfaitement, mais je voudrais dire quand même que ce que la FSU pose en termes de fabrication de synthèse pour entraîner l'adhésion de tous, parce que le positionnement aura été discuté, partagé, donc ce qu'elle pose en termes de volonté de rassembler, là où les divisions sont parfois la solution de facilité. Et on le voit en particulier dans cette période. On a besoin de rassemblement. Ce qu'elle pose aussi en termes de pratique syndicale, qui consiste à ne jamais se départir d'aucune besogne syndicale, en étant au plus proche des collègues, attentive à construire avec elles et eux, plutôt que s'en tenir à un syndicalisme délégataire, attentive à toujours faire les liens avec l'intérêt général, attentive à lier les revendications et les propositions. Pour tout cela, je crois, la FSU est reconnue. Et donc, elle est une fédération identifiée, forte, encore évidemment à améliorer. Elle est très identifiée, évidemment, on le sait toutes et tous, dans l'éducation. Elle est hégémonique même dans certains des secteurs de l'éducation. Et c'est une très bonne chose puisqu'elle a su maintenir cette position sans jamais en rabattre sur son caractère combatif et sans jamais que cela ne nuise à son côté rassembleur. C'est plutôt l'éducation au sens large que la FSU incarne. C'est ça qui lui permet de porter haut les valeurs qui sont toutes les valeurs du service public et c'est pour ça qu'elle s'adresse à l'ensemble des agents de l'État, de la fonction publique territoriale. Et en plus du ministère de l'Éducation nationale, la FSU est majoritaire à l'agriculture, aux affaires étrangères depuis les dernières élections professionnelles. C'est la première organisation des agents publics de France Travail. Elle est première dans la plupart des corps d'enseignement, de recherche, du supérieur. Elle est forte dans le ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'enseignement et de la recherche, à la culture, à la transition écologique, au ministère du Travail, à Jeunesse et Sport, à la PJJ, dans l'administration pénitentiaire. Et depuis les dernières élections professionnelles, et c'est évidemment très important pour nous, représentative dans le versant territorial de la fonction publique. Bravo aux camarades de la FSU territoriale. Et en effet, ça fait partie des motifs de fierté, non pas personnelle, parce que je ne me l'attribue absolument pas, mais justement un motif de fierté de la FSU que d'avoir vu se déployer ce militantisme incroyable, acharné des militantes et des militants du SNUTER. Là aussi, la dynamique est palpable. Et donc, je voudrais conclure ce discours par deux petites choses. D'abord, de dire qu'il faut continuer à faire vivre cette dynamique, puisque cette FSU qui nous permet de nous rassembler, de lutter, d'avancer des propositions, elle doit trouver dans ce congrès une force pour aller de l'avant. Souhaitons-nous donc un congrès riche de débats, de confrontations, de recherche de synthèse pour avancer. C'est tout ça que moi, personnellement, j'ai trouvé à la FSU. Et pour ça, encore un grand merci de m'avoir fait confiance. Le syndicalisme a de grandes responsabilités dans cette période. Je suis persuadé qu'il peut redonner de l'espoir. Et deuxième chose, pour du coup ne pas conclure ce discours et ouvrir sur la suite de nos débats, je voudrais faire une place particulière à une situation particulière, emblématique également, qui est celle de Mayotte. Je voudrais dire un tout petit mot et ce sera la conclusion, parce que Mayotte a subi un cyclone, une catastrophe naturelle terrible. Et c'est une section où la FSU est particulièrement active. Ce congrès intervient quelques semaines après ce drame terrible qui a été subi par nos camarades de Mayotte. Et c'est d'une part l'occasion de leur témoigner de notre solidarité, indéfectible, sincère, et d'autre part d'analyser la crise qui a secoué Mayotte, car elle est un condensé des crises du moment et elle intervient dans une situation structurellement très difficile à Mayotte. La gestion de la crise a été particulièrement chaotique, elle a suscité des réactions fortes et nos camarades de Mayotte sont donc aujourd'hui encore en lutte pour obtenir
d'autres choses que ce qui a été mis sur la table pour gérer cette crise-là. Et c'est pour ça que je voulais qu'on leur fasse une place particulière dans ce congrès, leur témoigner de notre solidarité et dès ce discours d'ouverture, les appeler à venir ici pour dire quelques mots et pour qu'on puisse leur témoigner de notre solidarité. Excellent congrès à toutes et tous et merci à tout le monde.